merci beaucoup tout le monde. 100 degrés. En fait, merci à 100 degrés d'avoir finalisé notre été en beauté. C'est la semaine dernière, 100 degrés. On va essayer de continuer sur cette lancée positive-là en regardant les mesures. Je vais essayer aussi de me placer pour que vous puissiez voir l'écran. Les bons coups. Ça, c'est tantôt. C'est pas moi, je ne reconnais pas le panneau. Bon, on va parler des bons coups que les municipalités ont faits et aussi, on va présenter l'ensemble de la problématique. Quand on aborde un sujet, on se pose toujours les questions magiques, qui, où, quand, comment, pourquoi. En prémisse, il faut se demander pourquoi on réduit la vitesse. Est-ce que c'est utile de réduire la vitesse? C'est sûr que quand on est un piéton et on se fait frapper à 30 km/h, on a 15 % de probabilité de décéder. À 50 km/h, on a 85 % de probabilité de voir un décès. Donc, à lui seul, cet aspect-là justifie le besoin de modérer la vitesse, mais aussi le confort dans les quartiers. C'est un aspect qu'on n'aborde pas souvent, mais la première source des plaintes municipales, un conseiller me disait, c'est les plaintes de la vitesse dans les quartiers. Comment on fait pour agir? Comment on fait pour agir? Si on ne fait rien, il ne se passe rien. C'est sûr qu'on va avoir une variation autour de la moyenne de 5 km/h environ par rapport à la vitesse affichée. Si on sensibilise le milieu, on va avoir une réduction de vitesse, mais qui va peut-être durer une journée, une heure, une semaine. Ça va dépendre de la nature et de l'ampleur de la sensibilisation. C'est sûr que quand vous interceptez quelqu'un, ça fonctionne bien, mais quand on met un policier permanent, à ce moment-là, la réduction de vitesse est permanente. On va avoir des gains qui vont être plus importants, significatifs, qui vont durer 60, 40, peut-être même 80 ans, quand on parle d'un trottoir. Donc, c'est important de visualiser aussi qui est l'acteur principal. C'est qui doit agir sur le terrain. On dit souvent que c'est les citoyens, c'est la mobilisation qui va avoir un effet. On peut les placer en haut de la pyramide, mais le savoir-faire des municipalités, c'est important autant que la mobilisation des élus. La pyramide est réversible. On a besoin des 3 ingrédients pour pouvoir agir de façon adéquate. S'il manque quelque chose, si les citoyens ne veulent pas que la vitesse soit réduite, ça ne fonctionnera pas. On a souvent tendance à vouloir que la vitesse soit réduite dans notre quartier résidentiel, mais quand on circule du point A au point B, on n'a pas toujours les mêmes comportements soi-même en tant qu'automobiliste. Comment on fait pour agir? Cette diapositive-là, pour moi, est très importante parce que souvent, on arrive avec un a priori. On arrive pour agir, puis on se met déjà des bâtons dans les roues. On a déjà des entraves, des a priori assez importants, des mythes municipaux que j'appellerais. Le stationnement, souvent, on pense que c'est impossible de l'enlever. Les commerçants, les riverains, tout le monde ne veut pas perdre son stationnement. C'est finalement l'extension de l'espace privé dans l'espace public. Et c'est toujours possible de faire différemment, de le conserver, de le réduire, de l'aménager différemment et éventuellement aussi de l'enlever dans certains cas où ça ne pose pas trop de problèmes. On dit souvent qu'il manque de budget pour des aménagements piétonniers et cyclables. Un budget, ce n'est pas élastique, mais ça dépend des choix qu'on fait à l'intérieur de ce budget-là. C'est sûr que si on investit tout dans la voiture, la chaussée, la réfection des rues, il ne restera plus d'argent pour les piétons et les cyclistes. C'est souvent le premier qui est enlevé dans le budget quand il y a un dépassement de coût qui est envisagé. Alors ça, c'est un mythe qu'il n'y a pas d'argent. C'est une question de choisir la priorité au bon endroit. On dit aussi qu'il n'y a pas suffisamment d'espace pour faire une piste cyclable, c'est pas assez large ou on ne peut pas élargir le trottoir. Il y a souvent un moyen d'aller prendre une voie de circulation, on va le voir tantôt, pour quand même conserver une bonne fluidité et faire plus de place pour les piétons et les cyclistes. Il y a un mythe qui est tenace, c'est que si on réduit la vitesse, il va y avoir de la congestion. La vitesse moyenne d'un parcours en milieu urbain, c'est environ entre 20 et 24 km/h du point A au point B, parce qu'il y a beaucoup de feux de circulation, des arrêts. Réduire la vitesse, c'est le seul graphique que je vais vous présenter ce soir, à part l'autre du début, mais c'est très important, ça date de 1934. Quand la vitesse a réduit, qu'est-ce qui arrive? Le volume de circulation augmente parce que la distance qui nous sépare du véhicule qui nous précède est réduite. Donc, on met plus de véhicules dans un même espace quand la vitesse est réduite. Donc, on augmente notre débit de circulation. La principale question ce soir, c'est comment on agit.
Là, on a vu 3-4 questions assez rapidement, mais comment on fait pour agir? Tout le monde connaît le dos d'âne. Est-ce que c'est la meilleure solution selon vous? Je vois des non, y a-t-il des oui? Mais c'est quand même efficace, hein? Bon, le dos d'âne est efficace, va réduire environ à 25-30 km/h la vitesse s'il est conçu selon les normes, mais il ne fait que donner un coup au conducteur. Ça n'aide pas les piétons. Et c'est souvent placé là parce que le reste de l'environnement a été mal conçu. C'est trop large. Il y aurait moyen de réduire l'emprise visuelle, il y aurait moyen de faire autre chose que de simplement mettre un dos d'âne. Les riverains qui vont le demander peuvent, même l'année d'après, demander son retrait parce qu'il y a décélération brusque et freinage, accélération brusque et des pointes de vitesse entre les deux dos d'âne. On peut agrémenter le dos d'âne d'un... Est-ce que vous voyez bien l'image? Des balises transversales, des balises de rétrécissement, ou on peut prendre les balises tout simplement sans mettre le dos d'âne. Il y a quand même une bonne efficacité à ça. Et on ne voit pas très bien l'image en haut, mais ça crée un effet de... On n'a pas le choix de ralentir quand on voit ça. On peut également mettre une balise centrale. Ce que j'aime moins de la balise centrale à 50, c'est que ça envoie le message que vous pouvez aller à 50. J'aime beaucoup mieux la balise piétonnière placée au centre d'un passage pour piétons où on rappelle à l'automobiliste qu'il doit céder aux piétons. Cette mesure-là est intéressante parce qu'on a une avancée de trottoir, donc on va réduire le champ visuel du conducteur vers le devant. La route est assez large, donc ça permet de créer un effet de porte, même en secteur commercial. Ici, on a un secteur résidentiel, les trottoirs ne sont pas encore bâtis, mais on a un effet de porte là, à l'entrée du milieu résidentiel qui est intéressant. Pour réduire la longueur de la traversée, l'exposition du piéton, on va pouvoir aménager un refuge central. C'est sûr que ce n'est pas idéal, mais ça aide le piéton à traverser en deux temps. Il regarde à gauche, après ça, il regarde à droite. Donc, ça va lui permettre de simplifier sa tâche. Ça crée ça aussi un effet de porte. Ça a été aménagé l'été dernier, c'est près de chez moi. On ne voyait pas du tout le passage avant. Il y a une route à 3 voies. À ce moment-là, c'est une bonne distance à traverser. On a créé un refuge. C'est beaucoup plus visible comme ça, avec le marquage au centre. La saillie. La saillie, je ne sais pas s'il y en a à Joliette, des saillies. Tout le monde connaît ça. Les avantages que moi je trouve intéressants, c'est que ça recule à 5 mètres le stationnement du coin de la rue. Par le code de la sécurité routière, c'est interdit de stationner à 5 mètres et moins d'un coin de rue. C'est sûr que le rayon est élargi, ça permet les virages plus doux, ça protège le piéton, il ne se fait pas piler sur le pied par le véhicule, mais ça réduit la longueur des traversées aux intersections. Le piéton est exposé moins longtemps sur la chaussée. On peut agrémenter les saillies de végétaux ou de mobilier urbain. Ça peut créer des milieux plus agréables à regarder. Si j'ai pris un exemple à Rawdon, j'ai pris une image au hasard pour voir qu'est-ce que pourrait avoir l'air. Ici, on voit que le stationnement est interdit sur le coin de la rue. On a un panneau piéton parce qu'il y a une traverse un peu plus à gauche. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour rendre la mesure permanente à cet endroit-là? C'est raccourcir la distance traversée par le piéton et empêcher le stationnement à moins de 5 mètres du coin de la rue. Donc, ça viendrait compléter. Ici, c'est un exemple en entrée de village. Donc, on a une transition d'une zone 90 à 50. C'est sûr que quand on va tout droit, là, on n'est pas porté à ralentir. Si on voit juste le panneau de 50, à ce moment-là, déflexion de la trajectoire. Si les lots n'étaient pas bétonnés, il y a fort à parier que les gens ne ralentiraient pas. Donc, la mesure en dur va permettre d'obtenir le ralentissement. Un autre exemple, dans une autre entrée de village où on va protéger le virage à gauche et on va protéger, c'est-à-dire on va ralentir le véhicule qui va tout droit en le faisant dévier de sa trajectoire avant la courbe. Donc, tout le monde y gagne. Le marquage. J'entends dire des fois que le marquage, ce n'est pas une mesure de modération de la vitesse. J'ai des bémols là-dessus. Le marquage, quand il est bien employé, quand il est bien fait, ça peut avoir un impact. Pourquoi? Les gens regardent la lumière de frein du véhicule qui les précède. Souvent, les panneaux, on les regarde moins en haut, mais la lumière de frein de l'auto en avant de nous autres, ça, on regarde ça. Ça peut être employé pour délimiter les zones, centres d'achat, stationnement, bloc appartement, villégiature, etc., etc. Du plus petit village à la plus grande métropole, hein? On a un village de 4000 habitants, une métropole de 2000 habitants, 2 millions. Quand on passe en avant de ça, on ne peut pas dire aux policiers « je ne l'avais pas vu ». C'est pas possible de faire ça. Une intersection colorée. Ça, c'est un peu
exotique pour le Québec, mais on peut mettre de la couleur dans l'asphalte. Un enrobé bitumineux, coloré, c'est possible de le faire à ce moment-là, parce qu'un aménagement comme ça ne traverserait pas le temps très longtemps. Après 1 an, il ne serait pas très joli. Ce serait à refaire et c'est plus compliqué. Saint-Hilaire, un exemple dans notre milieu où on a, je pense que c'est des tuiles thermoplastiques à cet endroit-là, une intersection qui est légèrement surélevée. On a conservé les corridors de traverse pour les piétons et on a réduit l'emprise visuelle, on a conservé des cheminements pour les piétons et les cyclistes de chaque côté de la rue. C'est intéressant. Ici, c'est à Lavaltrie. Le ministère a fait un essai, a surélevé légèrement la chaussée. Il y avait du thermoplastique jaune qui a été ajouté. Donc, c'est pour vous montrer qu'il y a quand même un effort en ce sens-là qui est fait. C'est intéressant de voir ça, parce qu'il y a beaucoup de potentiel pour la surélévation des passages piétons et des intersections pour ralentir le trafic. J'ai des exemples à vous montrer, des cas vécus, parce que c'est des avant-après où j'ai pu voir le changement, certains qu'on a proposés et qui ont été faits. À Valleyfield, la reconversion de la rue Victoria en 2012 a été approuvée et on a ça, c'est un faux avant, parce que c'est une simulation. J'ai pris une photo et voici ce que ça donne après. Il y avait 2 voies on va supposer qu'il y avait 2 voies. On a mis une piste cyclable protégée avec une voie de circulation. Ça ne pose pas de problème pour la congestion parce qu'il y a encore des voies de virage à l'intersection. Le problème, ce n'est pas les sections courantes, c'est les intersections, la gestion des flux aux intersections. À Sherbrooke, sur le pont Jacques-Cartier, 3 voies. 2 voies dans une direction, 1 voie dans l'autre, mais le même volume de circulation. Qu'est-ce qu'on fait? Même volume de circulation, 2 voies, 1 voie. On enlève une des 2 voies pour la donner aux cyclistes. Ça sécurise le piéton. C'est fini les autos qui passent sur le bord de la jambe. Il n'y a plus de cyclistes sur le trottoir. On obligeait le cycliste à marcher à côté de son vélo sur 700 mètres de long. Donc, c'est une mesure qui ne favorise pas le transport actif. Les cyclistes ont leur endroit, mais le plus important, les automobilistes, réduction de vitesse. Pourquoi? Parce que le corridor est plus étroit. Donc, eux-mêmes sont plus en confort en circulant sur l'infrastructure en question. Donc, c'est très intéressant. Plus haut, la même artère. Environ 12 000 véhicules par jour, 4 voies de circulation. On en a enlevé 2 des 4. On a fait une bande cyclable unidirectionnelle de chaque côté. On a conservé le stationnement à droite. C'est possible de le faire. Ici, dans l'autre axe, on voit vers le sud, on voit que, évidemment, c'est à refaire la rue, là, ils en ont profité pour faire quelque chose de permanent et plus de place pour les piétons et les cyclistes. C'est sûr qu'ici, on pourrait imaginer plus loin que le terre-plein serait plus étroit, puis qu'on aurait peut-être une zone tampon pour le cycliste entre la voie de circulation et le corridor cyclable, ou encore une bordure bétonnée. Vous avez une question? Non, c'est un terre-plein virtuel, donc c'est vraiment une interdiction de franchir la zone. La piste cyclable, c'est une piste unidirectionnelle vers le nord, unidirectionnelle vers le sud. 2 voies unidirectionnelles. Les volets de poubelle, ils sont encadrés pas mal. Ça, c'est la piste vers le nord, une seule direction, et ça, c'est la piste vers le sud, une seule direction. Évidemment, j'ai fait exprès de passer le jour des poubelles pour vous montrer qu'une zone tampon permettrait de tasser un peu la piste. Le terre-plein est beaucoup trop large, on pourrait l'améliorer. Mais ça, c'était dans la partie de discussion. Je gardais ça pour la fin. Et là, j'ai droit à 2 minutes de plus. OK, c'est bon. Parce que ça, c'est enregistré, il ne faut pas que je parle trop, là. Hein? Les projets futurs, c'est à cet instant-ci que j'essaie de faire comme Patricia et de me rendre créatif. Merci, Lynn, pour les photos. J'en ai pris sur Google. Je me suis simplement laissé aller à imaginer ce que ça pouvait avoir l'air dans le futur en partant d'un cas réel. C'est le village de Saint-Côme, c'est quand même assez au nord, 2000 habitants. Il y a beaucoup de camions. L'espace véhiculaire est très large, mais surtout confusion entre la propriété privée et la propriété publique. On a un arrêt qui est situé à gauche, qui pourrait gagner d'être localisé à l'endroit où l'œil du conducteur porte. On a, c'est sûr que sur la route numérotée, on a un accès direct, parce qu'il n'y a pas d'arrêt sur la route numérotée, un accès direct à la station d'essence. Mais c'est problématique pour les piétons. Quand eux veulent traverser, ils ont
une grande distance à parcourir. Donc, puis il n'y a pas une délimitation de l'espace qui est très claire. En bas de la côte à droite, là, on a l'autre angle. Tantôt, on voyait d'ici. Alors, ce qu'on voit, il y a un panneau piéton danger, effectivement. Il est là. Mais la problématique, c'est la longueur. On l'estime, moi, à l'œil, je dirais 75 mètres. C'est plus que le boulevard Tachereau, ça, là. C'est quand même assez important. Alors, pour le piéton, bon, je me suis amusé un peu, là. C'est ça que ça ressemble finalement. C'est l'espace public et l'espace privé mériteraient d'être délimités dans un cas comme ça. Et ça ne nuirait pas aux camions. Les camions de bois, d'essence pourraient quand même venir. Si l'arrêt est au bon endroit, on peut délimiter avec une ligne, mais le mieux, parce qu'il y a l'hiver, hein, puis pour que ce soit permanent, la sécurité puis la démarcation, un trottoir avec des accès, mais en élargissant la partie du garage, on pourrait même donner un peu plus d'espace au garage qu'il y en a actuellement, mais avec la gestion par entrée ferait en sorte que le piéton sera en sécurité. Ça ralentirait aussi les véhicules, et c'est sûr que là, dans une mesure, on peut toujours aller plus loin puis voir plus loin. C'est toujours possible de le faire, mais la base, c'est un trottoir. Alors, si on regarderait de l'autre côté, qu'est-ce que ça donnerait? Parce que c'est le seul point de vue qu'on n'a pas vu. Excusez mes dessins naïfs, là, mais ça ressemblerait à ça. C'est pas à l'échelle, mais ça vous donne une idée de ce qu'on peut faire. Ici, il y a une école à gauche, un centre d'achat à droite. Il y a une voie de rétrécissement ici. Moi, je n'ai pas vu ce coin-là aujourd'hui, je ne le connais pas, mais ce que ça me donne comme impression, c'est que ça permet de faire un virage à droite, puis là, de s'insérer. Sinon, il n'y a aucune utilité. Il faudrait gérer le rétrécissement en amont. L'îlot est assez large de béton, mais on pourrait faire une saillie là, pour justement réduire la distance de la traversée du piéton. Puis faire quelque chose avec ce côté-là. Si on se place plus loin maintenant, on va aller où on voit la voiture. C'est sûr que les élèves, ils traversent. Hein? Ils partent d'un point, ils partent de l'école, ils vont manger au restaurant. Je ne nommerai pas de restaurant. Mais c'est très large. Qu'est-ce que vous pensez que la vitesse pratiquée serait dans un cas comme ça? Policier? Actuellement, elle est à 30, cette zone-là. Vous le connaissez, hein? Oui, C'est une zone de 30, ça? oui. Ça? Ça, zone de 30. Ah, super. Oui. Puis ça roule à 60? Non, ça roule de 50? 32. 32? Donc, j'ai travaillé pour rien. Moi, j'ai fait un beau dessin, là. On laisse faire le... OK, il y a de la sensibilisation active. OK, super. Mais ça pourrait être n'importe où ailleurs dans le monde, sauf dans votre coin, parce que vous en occupez très bien. Regardez, ce qu'il faudrait faire, ce serait ça. Bien, on imagine, hein? Voie cyclable pour réduire l'emprise visuelle avec une saillie, pas une saillie, mais une avancée de trottoir. Puis remarquez les voies cyclables, je fais céder le cycliste au piéton. Donc, c'est le piéton qui est prioritaire, le cycliste est deuxième et l'automobiliste est troisième. L'entrée du village de Lanoret. Il y en a qui connaissent l'exemple. Tout le monde le connaît. Les gens marchent sur le bord du fleuve, prennent un bout sur la route 138, puis vont dans le quartier par la rue Rondeau ici. C'est ce qu'on m'a expliqué. Il y aurait un trottoir en projet à cet endroit-là. Encore là, c'est comme Saint-Côme. Le garage est dans l'espace public. Il n'y a pas de délimitation claire. À ce moment-là, un trottoir, s'il continuerait, il pourrait aider, mais également de ce côté-ci, parce que la marche continue. La marche ne s'arrête pas à la route 138. Puis intégrer la route 138 dans le projet, ce serait intéressant. Je me suis laissé aller à ce que ça pourrait avoir l'air l'entrée du village, parce que là, on est dans la zone 50, mais ce n'est pas clair que c'est 50 encore au niveau de l'aménagement. Le Y est problématique ici. Parce que la personne qui est à gauche ici, là, elle a son adresse civique à la fois sur la rue Sainte-Marie et sur la route 138. Hein? Il n'y a pas de distinction claire entre les deux rues. Ce qu'on pourrait faire pour faire traverser les piétons, parce qu'ils passent de la petite rue à la route 138, il ne faut pas intégrer un arrêt ou un feu avec un passage pour piétons protégé par des panneaux et du marquage jaune. Donc, on pourrait faire un passage qui serait à équidistance là, dans les deux secteurs de visibilité, autant à 170 mètres par là qu'à 170 mètres par là, on aurait une visibilité suffisante. On pourrait gérer ici le passage de Sainte-Marie à 138 par un CD ou un arrêt et avoir un passage pour piétons qui concernerait les usagers de la route 138. C'est une idée comme ça. Dernier cas, celui de Joliette. Ce que j'ai vu tantôt, c'est que c'est pas loin ici. Hein?
connaissez ce secteur-là? Donc, le même, à quoi ça vous fait penser? 2 volumes de circulation identiques, mais il y a une voie d'un côté et il y a 2 voies de l'autre. C'est l'entrée du parc ou la sortie. C'est difficile d'accéder à la route. Admettons, un cycliste voudrait tourner à gauche, ce serait plus problématique. Les piétons aussi, pour traverser, n'ont pas... C'est sûr qu'ici, il y a une bretelle de virage vers le boulevard Firestone. Ça, les bretelles en milieu urbain, c'est pas bon pour les vélos et c'est pas bon pour les piétons non plus. C'est difficile. En passant parenthèse, là, les îlots de virage, les éliminer le plus possible, même à très fort volume de circulation, c'est pas ça qui a un impact. C'est vraiment quand le dévers est trop important. À ce moment-là, on peut les utiliser, mais il faut faire très attention. Moi, ce que je proposerais, là, en regardant ça, c'est d'enlever une des 2 voies, puis de faire comme tantôt, tout simplement, 2 voies cyclables pour donner accès et pour permettre là, à tout le monde de passer à cet endroit-là de façon sécuritaire. Ce n'est pas des projets réels, là, c'est simplement l'imagination. J'ai terminé. Je pense qu'on pourrait en discuter. Il reste juste 3 minutes. Ah? Non, à ta présentation. Oui? OK. Il reste 3 minutes. Super. Bon, on va revenir en arrière. On va prendre plus de temps. On parle souvent des bonnes pratiques comme étant des exemples d'aménagement. C'est plus que ça, en fait. C'est les 6 questions de base. Hein? C'est qui, où, quand, comment, pourquoi. C'est très important de garder ça toujours en tête. Ce n'est pas simplement un aménagement. Les aménagements, on sait quoi faire. On les connaît, les aménagements. Ça prend la volonté politique. Il faut que les citoyens le veulent. Mais il faut penser à toute clientèle. Oui, les camions de bois, camions d'essence, circulation lourde, automobilistes, piétons et cyclistes. Tout le monde est important. Tout le monde est égal. On aménage où? Du plus petit village jusqu'à la plus grande métropole. Hein? C'est partout les mesures de modération. Ce n'est pas seulement dans les grandes villes. Et c'est sûr que ça prend des... En anglais, on dit context sensitive. Il faut vraiment adapter nos solutions en fonction du milieu. L'important, c'est de réduire l'espace visuel, le champ visuel du conducteur, en modifiant aussi physiquement son espace pour le contraindre. Ça va permettre de réduire les vitesses, mais ça ne réduira pas leur confort pour autant aux automobilistes. Ils vont être capables de circuler en fluidité, il n'y aura pas de problème. La dernière question, la plus importante selon moi, on parle beaucoup de vision zéro. Avez-vous entendu parler de vision zéro récemment? La vision zéro, ça vient de la Suède, hein, dans les années avant 2000, beaucoup. Et il y avait déjà un prélude à ça, c'est qu'il y avait déjà beaucoup d'aménagements qui étaient conviviaux pour les piétons et les cyclistes. Nous, pour se donner un véritable objectif de réduire les accidents à zéro, il faudrait commencer par aménager le réseau. Moi, la vision que je vous proposerais, ce serait l'horizon 20-100. C'est 20 ans, 100 %, parce que chaque rue va être refaite d'ici 20 ans. Puis si on intègre dans chaque nouveau projet les considérations, les besoins pour les piétons et les cyclistes, dans 20 ans, 100 % des rues vont permettre aux piétons et aux cyclistes de circuler en sécurité. Je termine avec le titre de la conférence. C'est bon?